Et bonsoir à tous. Les mensonges de Macron sur la guerre en Ukraine et sur la Russie, la réponse aussi de Vladimir Poutine parce que elle a intervenu dans la journée, donc ça on va revenir aussi là-dessus. Régis de Castelnau, merci à toi d'être là ce soir avec nous en zone 51. Là ce soir on est plus vraiment dans X-Files, les dossiers on va débunker ce soir. Ah oui, ça c'est excellente image. C'est X-Files, c'était une série extraordinaire. Je la regardais c'était le jeudi soir, je crois, il y avait 2 ou 3 épisodes qui suivaient, et je regardais ça scrupuleusement. À l'époque, je regardais la télé, je regardais ça scrupuleusement avec ma fille numéro 3. C'était vraiment, une série complètement parano. C'était vraiment sensationnel. Voilà. Bon, voilà. Donc, on est en plein dedans. Je suis très content d'avoir un des amis de l'agence Cully. Et alors, il y avait l'agence Cully, puis... Murder. Comment? Murder. Scully et Murder, c'était. Non, pas Murder, non. On fait une intro très bizarre, en tout cas, Régis. Non, on revient sur la belle Dana Scully qui était aussi glamour que Marion Zakharova. C'est ça. Merci à tous, en tout cas les amis, je vois que vous êtes déjà quelques-uns à réagir dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez des questions pertinentes sur le sujet, on les passera et on essayera d'y répondre. Alors on va faire par étapes, les amis. D'abord, on va revenir sur les déclarations de Macron et les mensonges qu'il y a eu, parce que j'ai fait un thread que Régis a beaucoup apprécié et sur lequel il voulait qu'on revienne, parce que il y a beaucoup d'éléments sur lesquels Macron nous vend la défense et la menace russe. Et là, pour le coup, on a un gros problème parce que c'est très biaisé. Et donc, on va revenir sur ça point par point. Et on verra qu'à la fin, en plus, il y a une déclaration de Macron, Régis, qui est plutôt étonnante par rapport à la déclaration que nous a fait Poutine il y a quelques heures, où je récapitule, où il dit que oui, mais on veut bien arrêter la guerre, mais il va falloir, par contre, il va y avoir quelques conditions, en gros, quoi. C'est ça, Régis. Tout à fait. Il y a les mensonges et puis il y a les palinodies aussi. C'est-à-dire un jour je dis blanc, le lendemain je dis noir. C'est du Macron tout pur. Mais en tout cas, il nous fait la démonstration avec ce que tu as sélectionné, ce que tu avais mis en thread sur X Twitter. Il nous fait la démonstration qu'il est un menteur. C'est aussi simple que ça, c'est un menteur. Alors, on va revenir sur le premier mensonge. Alors, on va pas se l'écouter, on va pas se le continuer parce que tout le monde l'a entendu, mais c'est dans ce gros mensonge, dans cette vidéo d'1 minute 15, il dit à un moment, c'est le premier contre-vérité, c'est « Je sais que Monsieur Poutine peut trahir les accords qu'il signe, je peux en témoigner ». Donc derrière, on a cette séquence que tout le monde a déjà vue, je pense, que j'ai partagé en long, en large, et que je pense qu'au cumulé des 5-6 fois que je l'ai partagé, ça a dépassé le million de vues, cette vidéo. Alors on va écouter quand même. Parce que et je ne sais pas quel juriste ou ton juriste a appris le droit. Moi, je regarde juste les textes et j'essaie de les appliquer. Et je ne sais pas quel juriste pourra te dire que dans un pays souverain, les textes de loi sont proposés par des groupes séparatistes et pas par les autorités démocratiquement élues. Они демократически выбранное правительство. Они пришли к власти в результате кровавого переворота с убийствами, поджогами и сжиганием людей живьем. Вот. Donc voilà la réponse de Poutine, où il dit que ce n'est pas des gens qui ont été démocratiquement élus. Derrière ce mensonge aussi de Macron, il y a aussi la vidéo où François Hollande se fait piéger par des Russes, où il a admis que les accords de Minsk étaient avant tout une manœuvre pour gagner du temps et permettre à l'Ukraine de se renforcer militairement. Alors bon, la vidéo, je pense qu'aussi c'est pareil, vous l'avez tous vu et on va pas se la recoltiner parce qu'elle est en double traduction VF, alors le son est pas terrible, mais vous pouvez aller la voir. Et derrière, en fait, Macron accuse que Poutine ait trahi ses accords, alors que la vraie nature est déjà connue à travers de ce piège de François Hollande, Régis. Donc c'est là déjà sur le premier mensonge de Macron, on a un vrai problème sur ça déjà. Alors,
Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire, mais je voudrais commencer par le spectacle de ces deux conseillères, ces deux imbéciles qui ricanent. La diplomatie française, hein, messieurs, dames. La diplomatie française qui lève des pouces. Je maintiens, je répète, les deux imbéciles qui sont là. Ah, bravo, bravo. La première observation qu'on va faire, c'est de dire, mais comment a-t-il osé? Il a une conversation diplomatique avec le président de la Russie, une des premières puissances du monde, une des premières puissances nucléaires également, donc quelqu'un d'important, de puissant. On peut le détester, c'est un autre sujet. Donc on a des relations diplomatiques avec eux, et voilà que M. Macron l'appelle à un moment de très grande tension. C'est quelques jours avant l'intervention russe en Ukraine, et voilà que quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, il publie l'enregistrement qu'il a fait. Il a demandé à Sergueï Lavrov s'il pouvait le faire. Il a demandé à Vladimir Poutine s'il pouvait trahir ce secret. Non, il publie ça pour faire le kéké, pour rouler des mécaniques. C'est honteux. L'humiliation que ça a constitué dans l'ensemble du monde. Il est la risée du monde entier. Il faut aller voir la presse internationale sur tout un tas de choses, mais là-dessus en particulier, plus personne ne lui fait confiance. Les conversations directes dont il raffole, il ne peut plus les avoir avec beaucoup. Je me rappelle d'une intervention au moment d'un G20 entre Xi Jinping et Trudeau, qui lui avait, devant toutes les caméras, mais véritablement imposer une algarade en disant, écoutez, voilà, vous avez dit publiquement ce dont on a discuté. Sans me prévenir auparavant, on ne fait pas ces choses-là. Donc l'autre, il était aplati par terre. Alors je reviens sur Macron. Je reviens sur cette séquence horrible. Elle est tellement gênante pour les Français de la voir. Macron, sur le fond, fait la démonstration qu'il n'a pas lu les accords de Minsk. Il les a pas lus. Ça se voit. J'ai écouté Jacques Beau l'autre jour sur une chaîne confirmant, il ne les a pas lus, mais ça se voit. Ça se voit, il ne les a pas lus. Alors il commence par dire. Rien que quand il en parle, rien quand il en parle, déjà tu vois que le mec il connaît pas bien le sujet, il est pas. Mais non, il les a pas lus parce qu'il a la flemme, parce que c'est pas intéressant, parce que ça permet pas de faire le kéké, ou il en a pas besoin pour faire le kéké. Donc c'est la séquence qu'il nous inflige. Donc il ne les a pas lus. Et il se permet de dire, je ne sais pas où est-ce que tu as trouvé ton juriste. Enfin, écoutez, il est docteur en droit, Poutine. Il a fait des études de droit approfondies. Il a été repéré par le doyen de la fac de Saint-Pétersbourg et c'est lui qui l'a incorporé à ses propres équipes politiques avec ses responsabilités juridiques, justement, avant de l'envoyer au Kremlin, le processus qui aboutira à la succession d'Eltsine. Donc, c'est un juriste qui sait très bien de quoi il parle. Et il dit une énormité juridique, que ce soit par rapport aux accords de Minsk eux-mêmes ou que ce soit par rapport à la façon dont ils sont élaborés et dont ils doivent éventuellement évoluer. Il vient dire, ça n'est pas à des séparatistes ou des autonomistes ou séparatistes, peu importe, de prendre l'initiative des lois. Mais il ne s'agit pas de lois. Il s'agit d'accords entre différentes parties au sein d'un pays où se déroule une guerre civile. Ce sont des accords qui sont parrainés par des autorités d'autres pays, qui ensuite, ces accords seront soumis au Conseil de sécurité, qui les fera rentrer dans l'ordre juridique international. Excusez du peu. Alors ça, M. Macron ne va pas les lire. Donc, il dit une connerie. Quand il dit c'est pas à des séparatistes comme ça de proposer les textes de loi, ben évidemment. Sauf que Poutine a tout à fait raison de lui dire que c'est un pouvoir de circonstance arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État, bien, et qui a déclenché une guerre civile. Mais il démontre que, je me répète, il n'a pas lu les accords de Minsk, il ne les a pas compris et il n'y connaît rien. C'est inquiétant quand même, Régis, parce qu'on a un mec qui est prêt à investir 800 milliards pour l'Europe, pour la défense de l'Europe. Et je veux dire,
il connaît pas les origines, il connaît pas les accords de Mi. Enfin, je veux dire, il connaît rien en fait sur tout ça. Mais Et on va le voir encore après qu'il connaît pas grand chose sur tout ça. On va le voir encore sur un autre sujet. Il ne sait pas comment ça marche. Et quand on pense que son premier ministre des Affaires étrangères, ça a été Jean-Yves Le Drian, mais c'est une catastrophe. Moi, j'ai connu Maurice Couve de Murville, j'ai connu Michel Jobert, j'ai connu Claude Chesson, qui a été le premier ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand. Il fallait voir l'envergure. Il fallait voir les diplomates de niveau mondial, qui auraient concurrencé Lavrov s'ils avaient été contemporains. Donc, le problème, c'est que il y connaît rien. La preuve, entre autres critères de cette méconnaissance de ce qu'est la diplomatie, oser nommer Haddad comme secrétaire d'État et comment est-ce qu'il s'appelle Haddad, en plus, qui maintenant représente vraiment tout ce qu'ils horripilent, en fait, parce que Haddad est un produit marketing de l'Empire américain. Enfin, je dirais, le mec a été directeur de la cantine Concile, on le répète encore une fois, mais c'est pas important de le dire. Comment est-ce qu'il s'appelle l'actuel ministre des Affaires étrangères français. Barrot. Jean-Noël Barrot, qui est il est comique aussi. Il est comique aussi à son temps perdu, mais il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait la moindre étude de diplomatie. Il n'a aucune expérience. Il n'a jamais eu aucune mission. Vous me direz, auparavant, on a eu Séjourné. Stéphane Séjourné, le semi-analphabète. Qu'on a bombardé. Bah lui, il a eu une promotion en quelque sorte. Je sais pas combien ça paye, mais peut-être qu'il a eu une promotion, tu vois. Non, mais parce que moi, je pense que dans leur médiocrité, ils se disent, toi, t'es vraiment médiocre, t'as une promotion, tu vois. Je pense que dans je pense que c'est le niveau général qui est effondré. On est un pays effondré, on est un pays qui se décompose. Le journalisme français, quand on va, y compris en Occident, aux États-Unis par exemple, ou en Grande-Bretagne, ils sont sidérés du niveau de bassesse, d'abaissement de la casse. C'est pour ça, Régis, je t'ai dit qu'avec un martien, même avec un martien, je vais réussir à racheter le Figaro dans 10 ans. Donc, non, mais c'est de ce point de vue-là une catastrophe. Donc, le personnel politique est également composé de sombres nullités. On peut leur faire des reproches, on peut leur prêter des intentions, mais faut pas. C'est ce que disait François Mitterrand, c'est le fameux rasoir d'Annelone, c'est ne jamais sous-estimer la bêtise. Ils sont bêtes, ils sont incompétents. Bien. Alors, je reviens sur, maintenant que j'ai parlé de cette séquence où Macron montre qu'il n'a rien compris et qu'en aucun cas il peut réactiver les accords de Minsk, je voudrais, ce qui est un peu une violation des engagements pris par la France, qui avait parrainé l'Allemagne. Et l'Allemagne. Mais bon, moi, je m'intéresse à la France, là, pour ce qui me concerne. Non, mais c'est toujours bien de parler des Allemands, Régis. Attends. Oui. Pas de ça chez nous, Régis. Non, mais on est d'accord, mais les Allemands ne sont pas membres du Conseil de sécurité. On est membre du Conseil de sécurité. C'est vrai. Donc, nous, on a, normalement, on devrait avoir une stature internationale beaucoup plus importante qu'on l'a et plus importante que celle de l'Allemagne, qui est quand même le pays défait en 1945 et qui est, qui a une place de ce point de vue, pour cette raison un peu particulière. Bien, qui parfois commence à prendre ses aises d'ailleurs par rapport à cette histoire. On verra ça avec le 80e anniversaire de la commémoration de la défaite nazie et de la défaite de l'Allemagne en 1945. Alors, quand Macron vient dire, tu peux me rappeler la phrase exacte, c'est la Russie viole, ou Vladimir... Ah non, il personnalise aussi. Il personnalise. Non, il dit exactement la phrase exacte du premier bloc sur lequel on revient là, c'est voilà. Je sais que M. Poutine pourrait trahir les accords qu'il signe et je peux en témoigner. Témoigner. Ouais. Suite à ce qu'on a vu avec ces merveilleuses diplomates. C'est une litanie. C'est une litanie, les violations occidentales vis-à-vis de la Russie. Quand il vient dire ça, la première chose que doit faire un chef d'État digne de ce nom, c'est de dire « je peux en témoigner ». Ben oui,
Vas-y, explique-nous. On n'est pas adulte, on vote pas, on choisit pas qui va être le président de la République, qui vont être les parlementaires. Donc tu nous dis, tu as été témoin de quoi? Tu as été témoin de quoi? Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point. Le peu qu'on a vu déjà, le peu qu'on a vu de ce qu'il a été témoin, c'est calamiteux. Donc, j'ose imaginer ce qu'on n'a pas vu. Alors, je reviens au début de cette affaire. En 1989, chute du mur de Berlin, Helmut Kohl veut entamer, contre l'avis de Thatcher et de Mitterrand, immédiatement le processus de réunification de l'Allemagne. Donc, il y avait deux Allemagnes, une RFA membre de l'OTAN et une RDA membre du pacte de Varsovie. Bien. L'Union soviétique tombe, le pacte de Varsovie est dissous, l'OTAN est maintenue et il y a un accord 4+2, c'est-à-dire les 4 puissances occupantes de l'Allemagne, États-Unis, Grande-Bretagne, France et Union soviétique. La Russie vient au droit de l'Union soviétique, qui passe un accord 2, donc, avec 2, c'est-à-dire RFA et RDA. Et le deal, c'est de dire, les Russes disent, on va évacuer nos troupes d'occupation de RDA. Les Occidentaux disent, on va évacuer la RFA. Il y avait encore des forces d'occupation. Moi, j'ai habité 7 ans en Allemagne du fait de l'occupation française. Tiens, donc, mon père était militaire de carrière et donc il faisait partie des forces d'occupation françaises. Donc, on les évacue. Restent les Allemands, non pas comme puissance occupante, mais à la demande de la RFA comme un peu un garant pour leur protection. Bien, mais c'est pas du tout lié à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, deuxième élément extrêmement important de cet accord, c'est de dire, voilà, on accepte nous les Russes, que l'Allemagne réunifiée adhère à l'OTAN, reste dans l'OTAN. Hein, ce qui était donc une nouveauté. C'est un État différent que cette Allemagne réunifiée, elle reste dans l'OTAN. Mais, disent-ils, et George Baker, le secrétaire d'État américain, dit banco, hein, Gorbatchev dit, mais vous ne vous étendrez pas à l'Est. Alors Régis, hein, parce que ça c'est la rhétorique qui est souvent servie par les gens, qui servent le narratif de la guerre en Ukraine. Ils disent souvent, mais il n'y a pas d'écrit à ce niveau-là. Il n'y a pas de promesse. Il y a des PV, alors donc j'ai encore vu un message. Ah non, ça a été débunké, c'est faux. Il y a des archives qui ont été déclassifiées en Allemagne. C'est établi, mais c'est tellement établi que je vais aller jusqu'à dire, ça allait sans dire ou sans se manifester par un écrit. Et c'est pas parce que Gorbatchev a été faible que ça excuse les Américains. Les spécialistes de ces questions aux États-Unis, des conseillers du président, ont dit il ne faudra jamais s'étendre à l'Est, parce que ce sera un casus belli avec la Russie, et on vous signale, d'ailleurs, à la demande des États-Unis, que la Russie vient au droit de l'Union soviétique pour la conservation des armes nucléaires, d'où le fameux mémorandum de Budapest. Bien. Donc, les choses sont très claires. Venir dire aujourd'hui, et à chaque fois qu'il y a eu une extension, les Russes ont protesté. Et lorsque a lieu le discours de Munich en 2007... Même dans les commentaires, tu vois, il y en a qui disent qu'il y a des tas de lettres qui sont consultables entre les Russies et les USA sur ce sujet, c'est vrai. Hein. Et bien sûr, mais c'est l'évidence. C'est-à-dire que, ah oui, les Russes, ils avaient qu'une envie, c'était qu'on vienne installer des fusées à leurs frontières. Et les frontières, faut quand même rappeler que c'est un empire qui s'est effondré, hein, et que l'Ukraine, les pays baltes faisaient partie de l'Union soviétique. C'était leur pays. Donc tout ça a été changé, hein, et les Russes auraient dit oui, vous inquiétez pas, venez, installez donc des fusées à nos portes. Je rappelle que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Finlande a été aux côtés des nazis.
Ils ont participé au siège de Leningrad avec toutes les conséquences qu'on connaît. Ils se sont La Finlande qui a signé un pacte militaire en plus avec l'Ukraine actuellement, là, il y a, dans les dernières 24 heures. Alors, attends. En plus. La Finlande a signé un armistice en septembre 1944 et à Paris en 1947 le traité de Paris, par lequel elle s'engageait. À rester neutre, à ne pas adhérer à aucune alliance militaire. L'OTAN n'était pas constituée, donc on ne parlait pas de l'OTAN, hein, et garder sa neutralité. Moyennant quoi, ça s'est très bien passé pour elle. C'est un pays prospère, les soviétiques les ont jamais emmerdés, ça s'est bien passé. Et là, ils viennent d'adhérer à l'OTAN en violation du traité de Paris, ce qui fait que, sur le plan juridique, vous savez que je suis juriste, aujourd'hui, normalement, il y a une situation de guerre juridiquement une situation de guerre entre la Russie et la Finlande. La Finlande a violé le traité de paix sur lequel elle s'était engagée. Mais je raconte l'histoire parce que elle a été neutralisée. Les Russes, les Soviétiques ont dit non, on ne veut pas d'une force hostile à nos portes. Si vous voulez, faut jamais oublier Barbarossa, ce qu'ils ont subi, ouais, bien sûr. La tragédie. On ne le leur refera jamais. Donc venir dire aujourd'hui, il n'y avait pas d'accord, c'est pas vrai que les États-Unis se sont engagés à ne pas s'étendre à l'Est, c'est un pur et simple mensonge. Mais c'est pas fini. Donc, on a première violation d'un engagement extrêmement important pris par Reagan et par ses conseillers. Bien. Et par le secrétaire d'État qui avait la faculté d'engager la signature des États-Unis. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un accord qui est prévu entre l'Ukraine et la Russie après l'élection de Yanukovych, c'est-à-dire que c'est un président qui est aussi corrompu que tous les autres, hein, mais qui est plutôt favorable à la Russie. Donc, il y a un accord économique qui est en train d'être négocié et qui va être signé. À ce moment-là, sur initiative essentiellement de Merkel, l'Union européenne propose un accord à l'Ukraine. Alors, un accord comme l'UE sait le faire, c'est-à-dire privation de souveraineté, etc. Donc, un accord qui posait pas mal de problèmes. Yanukovych dit « J'ai étudié l'accord proposé par l'UE, j'ai étudié l'accord proposé par la Russie, je choisis la Russie. » À ce moment-là, des manifestations, les mouvements néo-nazis de l'Ouest ukrainien s'agitent, lancent des émeutes, des manifestations. Les États-Unis, qui étaient à la manœuvre déjà depuis un moment, voient l'ouverture d'une révolution de couleur, jettent des milliards de dollars. Victoria Nuland va là-bas. Attends, peut-être que là, on est en train d'empiéter sur le prochain mensonge de Macron. Non, attends. Oui. Attends, oui. Vas-y. Et donc, là, qu'est-ce qui se passe alors que la neutralité de l'Ukraine était évidente pour les Russes, on leur fait sous leur nez un coup d'État. On leur fait un coup d'État et immédiatement on déclenche une guerre civile contre la population russophone, avec laquelle la Russie entretient historiquement des liens extrêmement forts, hein, et ça tourne à la tragédie. Il y a le fameux massacre de la maison des syndicats d'Odessa en 2014. Bien. En août 2014, l'armée ukrainienne, essentiellement composée des bataillons Azov, secteur droit, c'est-à-dire les néo-nazis, ceux qui mettent des statues de Bandera, le nazi, partout, et qui font des retraites au flambeau avec des croix gammées tous les ans, eh bien, ils veulent investir une ville qui s'appelle Ilovaisk. Ils prennent une branlée. Ils sont encerclés, ils perdent plusieurs milliers d'hommes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Au secours, Poroshenko appelle au secours. Poroshenko, c'est le président fantoche installé par les Américains. Et Allemagne et France se mobilisent et on fait Minsk 1. Premier accord de Minsk. Les Russes le parrainent aussi, naturellement, parce qu'ils sont quand même assez concernés. Hein. Les interlocuteurs, c'est le pouvoir central de Kiev. Avec un certain enthousiasme en plus à l'époque. Hein.
Alors, Même côté russe, hein, je veux dire. Oui, oui, bien sûr. Non, mais l'accord est passé entre les forces qui étaient agressées par le pouvoir de Kiev. C'était une guerre civile. Les accords de Minsk sont immédiatement violés. Immédiatement. Hein? Coucou, Emmanuel Macron. Hein? Il peut violer. Là, violé par Kiev. Ça recommence, ça continue. Donc, en février 2015, nouvelle offensive des forces kieviennes, nouvelle offensive de l'armée ukrainienne. À Debaltsevo, ils reprennent une branlée. Ils se font étriller, et à ce moment-là, de nouveau, ouin, c'est affreux, c'est horrible, et accord de Minsk II. Accord de Minsk II, donc on apprendra qu'il devait il n'y avait aucun changement de territoire pour l'Ukraine, il y avait simplement la reconnaissance du russe comme langue, il y avait la cessation de la discrimination, il y avait toute une série de choses comme ça dans ces accords, qui sont là aussi jamais mis en œuvre. Poroshenko les gèle, et en 2019, lorsque Zelensky est élu à 65% des voix, je vais faire la paix. La langue russe sera bien évidemment autorisée, les livres de classe, etc. Enfin, il y aura tout un tas de mesures qui seront prises, apaisantes. Il ne l'a jamais fait. Violation des engagements de Minsk II et violation des engagements pris pendant sa campagne électorale. Coucou Emmanuel Macron, qui viole quoi? Donc, là, les Russes considèrent, et c'est la raison pour laquelle ils interviennent le 24 février 2022, constatent, c'est ce qu'ils nous disent, mais l'histoire tranchera, l'histoire nous dira ce qui s'est passé. Il y a des rapports de l'OSCE, l'Organisation de sécurité européenne, qui constatent qu'il y a une recrudescence des bombardements de la population du Donbass, qui est martyrisée depuis des années, et que l'Ukraine se prépare à une offensive. On verra par la suite des vidéos, on verra des entretiens avec Zelensky ou des conseillers Arestovitch qui disent mais oui, on avait l'intention de faire la guerre. On avait l'intention de faire la guerre au Donbass et de le reconquérir, le Donbass. Donc là, les Russes disent stop, on va intervenir. On va intervenir, et c'est ce qui se produit le 24 février 2022. Et on apprend, grâce à Lexus et Vovan, que Madame Merkel, qui avait parrainé les accords, leur rédaction, qui avait garanti leur application, vient nous dire il n'a jamais été question de les appliquer, c'était pour gagner du temps. Et l'admirable crapule politique de Hollande qui vient dire non, il dit la vérité, puisque il pense parler à je ne sais plus quel dirigeant ukrainien, et il reconnaît et il avoue qu'il a violé, trahi ses engagements, trahi la parole de la France. Et M. Macron vient nous dire je peux témoigner qu'il viole les accords, mais la litanie de ces violations a une conséquence. Il y a l'aspect moral, bien sûr, mais a une conséquence, c'est que aujourd'hui, les Russes et le reste du monde, faut pas se tromper là-dessus. Ils lui ont fait croire que c'était Poroshenko dans le. Oui, c'est ça. Et donc, la conséquence, c'est que la parole occidentale ne vaut plus un clou. Ça faisait déjà un moment, mais plus un clou. Et plus personne ne leur fait confiance. En tout cas, sûrement pas les Russes. Sûrement pas les Russes. Parce que je rappelle ce qui se passe fin 2021. Les Russes, voyant que les choses s'aggravent, ayant parfaitement compris que Minsk II ne serait pas appliqué, décident d'envoyer une note écrite extrêmement importante aux Américains en disant voilà, il faut se rencontrer et mettre en place par écrit un système de sécurité collective pour l'Europe. Les Américains ont rigolé, n'ont même pas répondu. Très bien. Donc après, il y a eu la rencontre du 4 février entre Xi Jinping et Poutine. Personne n'a lu la déclaration commune.
je la trouvais inquiétante, moi, hein, pour ce qui concernait le maintien de la paix. Parce que, manifestement, les Chinois et les Russes en avaient marre. Bon, toujours est-il que le conflit se déclenche avec la probable offensive lancée par Zelensky contre la population du Donbass. Bien. Qu'est-ce qui se passe? On envoie un corps expéditionnaire, les Russes envoient un corps expéditionnaire de 160 000 hommes pour un pays qui est très grand. Aujourd'hui, le front, il fait 1200 km. 1200 km, c'est très important. Donc, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Les Russes lancent une opération qu'ils appellent opération militaire spéciale. Ils disent non, attendez, c'est pas une guerre. On veut, hein, on a des objectifs. L'objectif, c'est protection des populations du Donbass, des populations russes. C'est neutralité de l'Ukraine et dénazification. Voilà les trois qui vont garder tout le temps. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ils font une offensive éclair, ils occupent une grande partie du Donbass, ils entourent Kiev, ils sont à Kiev et ils sont à Kharkov. Bien. Négociation. Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre israélien, en a témoigné. Puis tout le monde le sait, les Russes l'ont dit et les Ukrainiens l'ont reconnu. Une négociation qui commence à Minsk, donc il y a un plénipotentiaire ukrainien qui est envoyé, il se prend immédiatement une balle dans la tête par les nazis, parce que c'est comme ça que ça marche. Hein. Il n'a pas des positions assez fermes, poum poum, hein, on l'a tué, mais les négociations continuent. Là, ça se poursuit à Istanbul, et à ce moment-là, on aboutit à un accord. On aboutit à un accord qui est paraphé par les plénipotentiaires, pas encore signé par le président Zelensky. Bien, la France et l'Allemagne, encore eux, disent il faut que vous donniez des gages aux Russes. Et donc les Russes disent ok, on va évacuer certaines des zones qu'on occupe, qui ne sont pas les oblasts critiques. Bien, ils le font à la demande de l'Allemagne et de la France et avec la garantie, moyennant quoi Boris Johnson, mandaté par Biden, vient en urgence à Kiev et convainc Zelensky de ne pas faire cet accord, hein, et donc ce qui est une déclaration de guerre de l'Occident, ça. Parce que l'Ukraine souveraine disait « Ok, on va signer ce traité de paix », et donc les États-Unis, Boris Johnson étant le télégraphiste, disent « Non, non, on va vous armer, etc. Il faut foutre la Russie en l'air, il faut renverser le régime de Poutine. » Qui viole les accords, monsieur Macron? Vous avez, et là, il ne faut pas venir nous raconter d'histoire, cette garantie qui a été donnée concernant l'évacuation des abords de Kharkov et l'évacuation de Kiev, c'était du temps de la présidence d'Emmanuel Macron. Donc, nouvelle violation. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On bascule dans une guerre qui n'a rien à voir avec celle qui était envisagée au départ. C'est-à-dire que 160 000 hommes, c'est pas possible. L'armée ukrainienne comporte 7 à 800 000 hommes. En plus, elle est totalement soutenue par l'Occident. Elle a tout l'ISR, c'est-à-dire tout ce qui est les communications, l'électronique. Elle a la couverture satellitaire. Elle a au-delà des armes, au-delà des munitions et au-delà des armes, toutes les procédures de ciblage. Elle a des conseillers. Donc, elle a les moyens d'une grande puissance. Hein. Elle fournit la viande. Elle fournit le bétail, comme dit Yakovlev, et donc c'est une guerre d'une autre nature. Ça a fumé, voilà. Yakovlev. Oui, non, ouais, maintenant quand j'entends des noms comme ça, j'aime bien balancer un petit fumier. Il est fou. Mais donc voilà. Alors, ça c'était pour répondre à au fait que Poutine viole les accords. Ça, c'est une litanie. Elle est irréfutable. Elle est reconnue. Ça, c'est un mauvais compte, pour le coup. Non, mais c'est oser, je veux dire, mais comment dire, quelle absence de vergogne, quoi. Quelle absence de vergogne. Il connaît cette litanie, elle lui a été exposée à de nombreuses reprises, il sait très bien ce qu'il en est, l'histoire Vauban-Lexus, les conneries de Hollande, de Merkel, il les connaît, il les a vues.
Ou bien Soit le on a problème, des services de renseignement qui sont vraiment en dessous de tout et ça serait très inquiétant quand même. Mais non, mais on les a vus, nous. On les Oui, a en vus. plus. Il suffit d'aller sur Twitter. En plus, non, mais en plus. Tout ce dont je parle, Voilà. tout est documenté. J'ai tout vu. J'ai tout vu, les déclarations sur le traité d'Istanbul, sur, je veux dire, les Ukrainiens reconnaissants. On a vu le texte. Poutine l'a. L'ambassadeur Shelley, qui était quand même la partie prenante pour le coup de ces accords, l'explique très bien. Et même ce qu'il explique, au-delà de ce que tu expliquais dans les accords d'Istanbul, c'est qu'au-delà du fait que Boris Johnson a voulu continuer tout ça, c'est qu'aussi Poutine était très très impliqué dans tout ça pour qu'il y ait un accord de paix. Mais vraiment, hein, c'est l'ambassadeur Shelley, il est du côté ukrainien et pourtant il le dit. Donc c'est bien pas, sûr. Mais, non, mais de toute façon, tout ça est établi, avéré, transparent, reconnu. Et c'est là où on voit le deuxième ah oui, alors nous propose là. Oui, vas-y. Alors, vas-y, je vais expliciter le deuxième bloc. Le deuxième mensonge de Macron, du coup. Le premier bloc, c'était tout ce qu'on vous a dit là dans la première partie. Là, le deuxième bloc, c'est que Emmanuel Macron et moi... en fait, Emmanuel Macron rejette l'idée que l'Ukraine soit un proxy des Américains dans cette guerre. Et ça, et en plus, il le dit vraiment avec une certaine humilité. Hein, il dit « Ceci est un conte, un mauvais conte ». C'est vraiment... Le mec a du recul. Derrière, alors, dans ce trade, par exemple, ça, c'est 2004. Déjà, ça, c'est c'est un peu les dessous des cartes d'implantation de la CIA en Ukraine. Alors, pour le coup, c'est pas complotiste, hein, parce que c'est CIA qui vous en parle quand même, les amis. Donc, si c'était complotiste, ils en parleraient pas quand même. Et c'est le Washington Post qui relaie. Donc, voilà, c'est toujours la propagande américaine qui comme ça ruisselle dans la propagande française. Mais c'est la bonne propagande là pour le coup parce que c'est les cartes d'implantation de la CIA en Ukraine depuis 2014. Donc déjà, rejeter l'idée que les Américains soient un proxy, que les Ukrainiens soient un proxy des Américains, déjà c'est un peu fort de café parce que depuis 2012. Mais au-delà de ça, déjà il y a cet agent-là qui en témoigne et qui dit il va plus loin lui. Il dit carrément que l'implication directe de l'agence en Ukraine pourrait causer des risques sur la continuité de l'OTAN, en quelque sorte. Et on constate que pour le coup, c'est réel, hein, c'est ce qui se passe. Donc c'est assez joli. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez aller le voir dans le 2.2. Et là, je peux pas faire mieux. J'ai carrément mis l'article du New York Times qui explique comment la CIA s'est implantée. Alors, ils expliquent que c'est face à la menace russe, hein, mais voilà, la CIA était bien implantée depuis 2014, donc c'est même eux qui en parlent. Hein. Et derrière tout ça, il y a aussi 12 bases de la CIA qui ont été implantées derrière ces accords de 2014, 12 bases de la CIA qui ont été implantées en Ukraine. Donc, c'est quand même, quand Macron balaye l'idée que l'Ukraine soit un proxy des Américains, c'est quand même très très fort de café, Régis. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est soit une méconnaissance, comme tu le disais, du sujet, soit, moi j'ai tweeté ça et ça a fait un carton, je crois que ça a fait un demi-million de vues le tweet, j'ai dit soit c'est ça, soit c'est un agent double. Alors, le problème concernant cette affirmation, tu viens de décrire la présence américaine bien antérieure au déclenchement des hostilités en février 2022, bien antérieure. C'est après le coup d'État. 8 ans avant quand même, je veux dire c'est... Et il y a également les laboratoires de recherche biologique, c'est curieux, reconnus par Victoria Nuland. Hein, l'égérie des néoconservateurs américains, les cinglés du sous-sol, comme les appelait Bush-père. Donc, il y a cette présence avec tout ce que ça impliquait de formation de l'armée ukrainienne, etc., d'organisation du proxy. Bien. Mais le fait que ce soit une guerre par viande, et j'utilise ce terme non pas
par mépris pour les malheureux Ukrainiens qu'on va chercher dans les rues. Pour choquer un peu les esprits, peut-être. Oui, non, mais c'est parce que c'est comme ça que les Occidentaux les appellent. C'est invraisemblable. Et donc, l'histoire de Boris Johnson, ne faites pas ça, on va vous soutenir, on va intervenir, on va faire la guerre avec vous. Voilà ce qu'il lui dit. On va faire la guerre avec vous. Donc, c'est une déclaration de guerre. Elle a été déclarée, cette guerre. Nous, quand on passe notre temps à dire on va leur envoyer de l'argent, il faut les aider, il faut faire ci, qu'on donne des armes de destruction dans la profondeur, qu'on aide au ciblage, ils ne peuvent pas s'en servir tout seuls. Donc, il y a des techniciens français qui sont là-bas. On leur a déclaré la guerre à la Russie. Et il suffit d'entendre les discours, là. Il faut... Lindsey Graham, Lindsey Graham, tous ces gens, je vois dans les commentaires. Samuel Paty a été l'ignominie du jour. Samuel Paty a été décapité par un Russe. Oui, alors ça j'ai vu, c'est pareil, c'est lunaire. C'est une ignominie, c'est une ignominie. Alors, derrière la polémique, il y a quand même à la fin où il dit oui, mais c'est pas en lien direct. Ou c'est pas supposément en lien direct. Mais la sœur de Paty a fait un truc sanglant. Elle lui a exprimé son mépris. C'est comme si on venait dire, les gens venaient dire, ah oui, vous comprenez. Et même pour les Tchétchènes, même, Kouachi, c'est français, Kouachi, c'est français, Abdesalam, c'est français, Régis, je vais aller encore plus loin, même. Je vais te dire, même pour les Tchétchènes, on a plein de Tchétchènes qui vivent en France. Je veux dire, est-ce que tous ces gens, tu vois, je veux dire, stigmatisés comme ça, parce que la manière dont il dit tout ça, c'est quand même très stigmatisant pour les Tchétchènes. Je veux dire. Non, mais attends. Je veux pas être dans la justification, mais non, il était français, ce qui est parfaitement exact, etc. Non, c'est que face à une tragédie ignoble, comme la tragédie de Samuel Paty, on a un ministre de la Justice et une porte-parole du gouvernement qui disent « N'oubliez pas que c'est les Russes. On est en train, là, de dire qu'ils veulent nous attaquer, qu'ils sont à nos portes, que le front se rapproche tous les jours, comme dit cet imbécile de Barrot. Et on vient dire l'horreur qui a frappé ce pays avec la décapitation de ce malheureux Samuel Paty, finalement, c'était Poutine. » Parce que c'est ça que ça veut raconter. Oui. En substance, le mec qui va pas chercher très loin les propos, en substance, il va retenir ça. Non, mais c'est comme si on disait c'est plein de Français qui sont partis avec Daesh. Il y en a plein. Ah non, c'est des Français. C'est Macron. C'est Macron qui égorgeait, qui exécutait les gens à Idlib, etc. Non, bien sûr, c'est des Français, mais c'est ordurier. C'est ordurier, déshonorant. Je trouve ça. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'affaire Samuel Paty, qui a secoué ce pays à juste titre, il y a, je pense à deux événements. Ça a été le moyen pour Marlène Schiappa, à la demande de l'Élysée, d'organiser une opération de détournement de fonds publics, de corruption. Le fonds Marianne, dédicace au fonds Marianne. Au profit c'est l'affaire du fonds Marianne, au profit d'une bande de soi-disant fact-checkers qui ne sont que des agents politiques du pouvoir. Et là, maintenant, on a une accusation visant à faire porter à Poutine, puisqu'on personnalise tout, à faire porter à Poutine l'assassinat de Samuel Paty. Mais c'est plus qu'ignoble, je veux dire, c'est plus qu'ignoble. C'est absolument impardonnable. Donc, qu'est-ce que je disais juste avant? On a fait une petite discrétion. Donc, on leur a déclaré, bien sûr qu'on leur a déclaré la guerre. Bien sûr qu'on leur fait la guerre. Parce que nous, on était totalement soumis aux États-Unis à direction démocrate. Bien. Il suffit de voir la panique lorsque Trump arrive en disant non, écoutez, on va faire la paix, ça suffit, cette affaire, c'est une guerre inutile et tout. Bon, c'est pas la peine. La panique, non, faut continuer. Est-ce que t'as pas, Régis, je vais aller plus loin sur le sujet. Est-ce que, en rejetant comme ça l'idée que l'Ukraine soit un proxy des Américains, est-ce que tu penses pas que Macron, en fait, est en train de continuer le plan de tous ces néoconservateurs, les bas du sous-sol, comme tu les appelles? Est-ce que tu penses pas qu'il est en train de continuer le plan de tous ces gens-là, en bon soumis de l'empire américain, quoi? Parce que Macron, on sait tous, on l'a bien tous compris. Je pense que c'est vraiment le syndrome du valet sans maître. Ils étaient tellement bêtes. Ils sont tellement bêtes. Ils travaillent pas.
Ils ont pas Est-ce que tu regardé. penses pas qu'il a récupéré le plan en se disant putain, c'est à moi de tenir ce plan? Non, C'est à non, moi non, de non. faire ça. Pendant un temps, il savait plus où il habite, mais il va s'aligner. C'est une larve, c'est un valet. Ce sont des valets 100 mètres maintenant. Ils étaient persuadés que il suffit de voir comment ils se sont comportés, que Trump allait être battu. Ils ont fait preuve, tous les pays occidentaux, d'un anti-Trumpisme incroyable. Ils ont fait la campagne électorale de Biden. Ils ont tout soutenu et tout d'un coup, oh, qu'est-ce qui se passe? Trump a été élu. Mais enfin, quiconque suivait ça depuis 2020, les élections de 2020, les conditions dans lesquelles elles se sont déroulées, ce qui s'est passé depuis, ce qu'on a fait subir à Trump, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est pas le problème. Eh bien, ils étaient persuadés que ça allait continuer comme ça. Et tout d'un coup, on leur a retiré le patron. Donc, ils sont en panique. C'est des poulets sans tête. Des valets 100 mètres devenus des poulets sans tête. Alors, ce que je veux dire concernant la guerre par proxy interposée, c'est peut-être pas oublier que aux États-Unis, qui est un pays plus démocratique en ce qui concerne l'expression que nous. C'est-à-dire que dans la presse, bien évidemment, moi je suis abonné au New York Times, ils étaient pro-démocrates, ils étaient très anti-russophones, d'accord, mais c'est plus balancé, on trouve des choses. Le Washington Il y a des enquêtes quand même. Oui. Et puis c'est eux. C'est pas comme notre presse, tu vois, je veux dire, notre presse, il y a zéro enquête sur ces sujets-là. Non, mais nous on a la pire presse du monde. On a la pire presse du monde. On a une caste journalistique qui est totalement à terre, qui est effondrée. Tu vois, je veux dire, il y a aucun média de presse ou quoi que ce soit qui a fait un trade dans le style ou un débunkage dans le style que j'ai fait dans leurs journaux. Tu vois, il n'y a aucun journaliste qui a fait ça. Alors que factuellement, c'est plutôt pas compliqué. Enfin, après, je suis un martien, donc c'est vrai que je sais pas. Ils reçoivent des ordres. C'est le type qui explique, je sais plus, qu'est-ce qui a fait ça? C'est Blast, je crois, qui a fait un truc sur l'histoire que Macron voulait s'acheter une Aston Martin. Bon. Et il raconte comment il a reçu immédiatement un coup de fil et il s'est fait insulter par le conseiller de communication de l'Élysée. Mais ils font ça avec les rédactions absolument tous les jours. Ces journalistes sont aux ordres. Et puis qui sont ces gens? Rochebain. Ah oui, alors devant un général, une ganache quelconque, oui, mais alors vous êtes en train de me dire là que finalement, bon, il n'y aura pas de cessez-le-feu. C'est la bonne nouvelle, la guerre va continuer. Textuel. C'est la bonne nouvelle, la guerre va continuer. Mais salaud, quoi. Je suis salaud. Bon, je vais avoir des ennuis, moi, à force de m'énerver. Bon, donc, ce que je veux dire sur la guerre de proxy, aux États-Unis, je pense à Marsheimer, il y a Jeffrey Sachs, qui est un économiste classique américain, de renommée mondiale. Il est venu au Parlement européen, il a fait une conférence longue, il a dit, mais évidemment, c'est une guerre de proxy, voilà comment ça s'est passé. La responsabilité des États-Unis est entière, c'est ce que dit Marsheimer, c'est ce que disent énormément d'universitaires américains, énormément Rubio l'a reconnu récemment. De politique. Attends, ça c'est justement, là je parle de l'opinion publique et de ses représentants. Mais, monsieur Macron, c'est un conte. Donc vous êtes en train d'insulter Marco Rubio. Marco Rubio, qui est secrétaire d'État de la première puissance du monde, et qui a dit « c'est une guerre par proxy que nous faisons et que nous avons fait là ». Donc, ceci est un mauvais conte. Ah ben voyons, mais si tu étais un minimum courageux, tu devrais dire « c'est un conte et monsieur Rubio dit des bêtises ». Mais là, tu vas pas oser. Hein. Tu te dis « j'ai mon petit public, là, je vais pouvoir continuer à baratiner ». Mais il y a non pas plus important, c'est équivalent. Il y a une personne qui est patronne de la CIA et de la NSA désormais, qui est Tulsi Gabbard. Elle le dit depuis le premier jour. Elle dit, c'est une guerre par proxy. Et c'est nous qui l'avons déclenchée. Bon, nous, on le sait, on le voit, on l'a sous les yeux. Tous les éléments militent pour cette présentation. Mais non, il vient dire, c'est un conte, un mauvais conte. Mais comment ose-t-il, quoi? On se dit, mais comment ose-t-il? Il envoie
il a envoyé des Une hommes. telle désinvolture en plus là, dans la réponse. Il a envoyé des militaires français se faire tuer parce qu'on a perdu du monde dans des opérations de bombardement des endroits où ils étaient. Il y a eu des opérations de comment ça s'appelle de secrètes, etc. Et il vient dire c'est un mauvais compte. Non, non, pas du tout. Un beau matin, le 24 février, Vladimir Poutine, qui n'existait pas la veille, hein, il est arrivé tout d'un coup, il a dit ah ben non, mais comme je suis méchant, je suis mauvais poil, j'ai bu trop de vodka, je vais attaquer. Mais de quoi tu parles? Mais c'est tellement horrible et humiliant d'avoir des dirigeants de ce niveau. Donc, deuxième mensonge délibéré. C'est pas un mauvais compte, c'est la réalité, et cette réalité est reconnue désormais par le monde entier. Par le monde entier, la presse en Australie. Je parle même pas de la majorité mondiale. Je parle de l'Occident, ce qu'il en reste. Mais comment dire, sauf en France, parce qu'en France, c'est tellement verrouillé, la propagande est telle qu'on n'arrive pas à s'en dégager. Mais il y a plein d'opinions publiques qui ne sont pas sur cette ligne-là et qui disent, je parle des opinions publiques, je parle même pas des gouvernements. Nous, on est alignés derrière von der Leyen et on est dirigé par un espèce de psychopathe. Jacques Beau disait, à propos, on lui posait la question sur Emmanuel Macron, il a dit, bon, je voudrais pas venir sur le terrain psychiatrique qui est la meilleure explication, enfin, quelque chose comme ça, il a dit. Ben voilà. Voilà pour ce qui concerne le deuxième mensonge. Ceci est un conte. le deuxième pont. Ah là là. Donc voilà, ça c'était le deuxième bloc. Alors là, on va revenir sur le troisième bloc qui sera connexe en fait avec la déclaration qu'a faite Poutine aujourd'hui concernant les accords de cessez-le-feu pour 30 jours. Donc là, le troisième, c'est s'il y a un cessez-le-feu, ça ne sera pas pour instaurer la paix. Oh non, mais... durable, une paix durable. Alors c'est tout le contraire de ce qu'a dit Vladimir Poutine. Non, attends. Avant. Ah oui, non, mais avant. C'est ce qu'a dit Trump. Non, je m'exprime mal. Cette phrase a été dite la semaine dernière, ou enfin il y a quelques jours. Depuis, il y a l'accord en Ukraine. L'accord en Arabie Saoudite entre l'Ukraine et les États-Unis, disant on va proposer un cessez-le-feu, etc. Donc voilà, ça c'est bien pour la paix. Donc lui, il avait dit ça, il a l'air d'un con. Il a dit exactement le contraire de ce que Trump a dit, de ce que Zelensky a dit. Pour faire avancer la paix, nous proposons à la Russie un cessez-le-feu, comme a dit Rubio. La balle est dans votre camp. C'est joli, hein, la balle est dans votre camp pour un cessez-le-feu de guerre. Je trouve que le terme est rigolo. Bon, donc, qu'est-ce qu'il fait le lendemain de la déclaration américaine? Il s'aligne. Et il dit exactement, au mot près, rigoureusement, le contraire de ce qu'il a dit. Un cessez-le-feu, ce ne serait pas... Alors, je ne sais plus ce qu'il dit précisément, là, ce que tu nous as mis. Ça ne fera pas avancer la paix. Et le surlendemain, il dit le contraire, parce qu'entre-temps, les Américains ont donné la ligne. Donc, il s'est de nouveau aplati. C'est vrai, incroyable. C'est vrai. Ça, je ne l'ai pas mis dans le trade, mais c'est ce que dit Régis, c'est vrai, parce qu'il c'était 2 jours après. C'était 3 jours après même. Alors, pour la déclaration de Poutine, moi je vais donner mon... Oui, non mais alors, il y a la déclaration de Poutine, mais entre deux aussi, ce que j'avais mis dans le trade, c'est que ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que l'ambassadeur Chahi, lorsqu'il avait dit ce qu'il avait dit pour les pourparlers de paix avec la Russie au printemps 2022, et voilà, c'est tout ce qu'on vous disait, et voilà, contrairement à ce qu'il dit, Poutine, il a quand même essayé de tout fait pour essayer d'avoir des accords de paix déjà au printemps 2022. Donc après, derrière, on a la partie où cet après-midi, Vladimir Poutine est arrivé et a donné sa réponse en quelque sorte aux accords de cessez-le-feu que Zelensky avait accepté quelques jours plus tôt. Donc, on va regarder qu'est-ce que nous dit Vladimir Poutine et on regarde et on explique la teneur des propos. We agree
with the propositions to stop hostilities, but we proceed from the fact that such ceasefire should be such that would lead to a permanent peace and remove the initial, original causes of the crisis. As for Ukraine's preparedness to cease fire, well, let me tell you, as I see it. But first of all, I would like to start with words of gratitude to the President of the United States, Mr. Trump, for paying so much attention to the Ukraine settlement. All of us have a lot on our plates, but many state leaders, the chairman of the Chinese People's Republic, the Prime Minister of India, President of Brazil, and South African Republic, all pay a lot of attention and devote a lot of time to this issue, and we are thankful to them because it's all aimed at the noble cause of stopping hostilities and stopping human casualties. Donc voilà, hein, c'est la déclaration. Donc en gros, il dit qu'il est pour un cessez-le-feu aussi, mais que ça ne sera pas sans des garanties et que surtout, il faudra revenir sur il faudra que ce soit une paix durable autant dans les origines du conflit. Donc ça veut dire ce que ça veut dire et ça rappelle ce qu'on vous disait juste avant avec Régis, que là aussi, il parle pas que de l'Ukraine. Il parle aux États-Unis, il parle à tout le monde en fait, hein, je pense là. Bon, je me marre. Je l'avais pas entendu. Merci, hein, Baptiste, parce que je l'avais pas entendu. Ça, j'avais pas vu ce qu'il avait raconté. Je me dis quand même, il se fout du monde totalement, mais c'est normal. Hein, je veux dire, c'est normal. C'est pas péjoratif quand je dis qu'il se fout du monde, mais bon. Alors, revenons un petit peu en arrière. Ouais, j'ai pas précisé. C'est l'extrait de la conf. Hein, c'est oui, avec oui, la Biélorussie. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que le problème, c'est que notre ami, l'histoire s'est accélérée, ça va trop vite. Hein. Ouais. On oublie 3 jours après ce qui s'est passé il y a 3 jours. Ah, c'est Dallas, hein, c'est un jour une histoire. Hein, La semaine dernière, on a Zelensky qui débarque dans le bureau ovale, qui se prend une roustasse, mon vieux, hein, incroyable, un ébranlement mondial. Hein. Le type, il se fait donc le Trump qui a besoin de se débarrasser de ce boulet. Pas parce que c'était dans son programme, pas pour donner satisfaction à son opinion publique, qui s'en fout un peu, c'est loin, l'Ukraine ne sait même pas où c'est, pour beaucoup. Donc, eux, ils sont plus intéressés par tout un tas d'autres choses, qui sont ce qui sépare les deux blocs aux États-Unis, avec des affrontements et des contradictions très, très fortes. Donc, et puis, il a besoin de se débarrasser de la bureaucratie démocrate, il a besoin de ce qu'on appelle l'État profond, donc des réorientations importantes, il y a la question de l'idéologie woke, que j'utilise ce terme parce qu'il est pratique, hein, mais je me prononce pas sur sa définition tellement, mais le problème, c'est que la guerre en Ukraine constitue un boulet un petit peu et un handicap, donc il faut qu'il s'en débarrasse. Il a donc tactiquement fait un certain nombre de choses, et en particulier quand il a dit à Zelensky ça suffit, et parce qu'il l'a foutu dehors. Hein. Moi, j'étais de ceux qui disaient que c'était un guet-apens et un traquenard tendu à Zelensky, qui s'est cru chez Macron, par exemple. Hein. Il est venu avec la CBI et il a commencé à donner des leçons à tout le monde et à traiter le vice-président de fils de pute. Bon, c'était effectivement pas très malin. Mais non, alors là-dessus, je suis pas sûr de ça, moi, Régis. Et tu sais que j'ai une certaine compréhension normalement du russe et de l'ukrainien. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr qu'il ait dit fils de pute. C'est quand même ambivalent parce qu'il dit moi je pense qu'il dit souklablat. Ce qui veut dire? Je veux dire en gros plutôt ferme ta gueule. Alors moi j'ai un copain que j'ai eu qui vit en Russie, qui parle, il y vit depuis 30 ans, et qui m'a dit ça.
Il me l'a confirmé, c'est pas ce que j'ai entendu. Ah, peut-être qu'il l'a mieux entendu que moi, mais moi, de ce que j'ai vu et de l'extrait que j'ai vu, oui, mais je n'avais pas l'impression. Mais même ferme ta gueule. Hein, qui du pute ou ferme ta gueule, c'est bon. Et d'autres ont dit que non, en fait, c'était lui qui avait provoqué le truc. Bon, que ça se passait bien jusqu'au moment où il avait franchi la limite. Je suis pas sûr. En tout cas, résultat des courses, ça permettait à Trump de dire, écoutez, on peut rien faire avec ces gens-là. Nous, on a fait ce qu'on pouvait. Maintenant, si la guerre doit continuer, ben, elle va continuer. Bon. Et donc, il a dû mesurer qu'il fallait quand même qu'il aille plus loin. Et il a fait, comment dire, il a imposé à l'autre de s'incliner. Et ils ont organisé une espèce de truc à Jeddah. Et grande négociation entre les États-Unis et l'Ukraine pour proposer quoi? Proposer un cessez-le-feu de 30 jours, et il en a profité pour dire cessez-le-feu, et moi, je relivre tout, je refournis la couverture numérique, le renseignement, tout le renseignement, la couverture satellitaire, etc., l'ISR. Donc, c'était quand même curieux, parce que effectivement, la Russie a globalement gagné cette guerre. Elle est en train d'écraser l'armée ukrainienne, et en particulier à Koursk qui est autour. Quand je dis écraser l'armée ukrainienne, il ne faut pas oublier que c'est une guerre d'attrition, que c'est une guerre d'usure. Ceux qui sortent leur double décimètre en disant « Regardez, ils n'arrivent pas à conquérir, ils s'en foutent ». Ils n'ont pas ce qu'ils veulent comme territoire, on le connaît, ce sont les oblasts du Donbass. Pour le reste, ce qu'ils veulent, c'est broyer l'Ukraine pour qu'elle soit démilitarisée, dénazifiée, et qu'elle ne puisse en aucun cas constituer une menace à leurs frontières. C'est ça l'histoire. Donc ils font la guerre comme on l'a fait au XXIe siècle, ce qui a été un peu une découverte. Mais ce cessez-le-feu, avec la réalimentation de l'Ukraine, qui est passablement exempte. Je tiens à préciser en plus, Régis, que c'est important, c'est que nous, on ne dit pas que c'est forcément bien, mais c'est la logique russe, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça soit une guerre de ce type, vraiment, c'est d'une profonde tristesse, autant pour l'Ukraine que pour la Russie. Mais c'est la logique actuellement de l'état-major russe. Non, Baptiste, c'est la guerre de maintenant. Hypersurveillance du front. C'est la guerre, mais c'est la logique russe actuellement. Non, c'est en matière stratégique, c'est les meilleurs, et depuis très longtemps. Depuis Svetsine et depuis l'art opératif dont ils se sont servis au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un excellent article dans le dernier Guerre et Histoire de Benoît Bihan qui explique ce que sont devenues les opérations, les grands mouvements, les grandes attaques blindées. C'est terminé. Il y a les drones, 70% des décès sur le front sont provoqués par les drones. 70%. Avant, c'était 80% qui étaient provoqués par l'artillerie. Maintenant, 70% par les drones. C'est une guerre complètement différente. Tous les mouvements se font au maximum au niveau de la section. 120 bonshommes. C'est des petits groupes qui sont. Les grandes cavalcades, c'est totalement terminé. Les guerres contre comme disait avec désinvolture certains Américains, contre les éleveurs de chèvres et les jockeys de chameaux, c'est terminé ça. C'est terminé, y compris pour prendre des branlées, comme en Afghanistan. Mais c'est fini. Ce sont des guerres. Les guerres sont comme ça. Les guerres sont comme ça. Il n'y a pas d'autre façon de la faire aujourd'hui, parce que et c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu autre mensonge. Quand Macron dit ils font ceci, ils font cela, ils font venir des Coréens du Nord. Mais non, Hervé Carès l'a parfaitement débunké. S'ils avaient fait venir 10 000, 15 000 ou je sais plus combien de Coréens, on les aurait vus. On ne peut pas déplacer une division sans voir la logistique, sans voir les déplacements de trains, de camions, de choses comme ça, pour les rotations, comme elles se font. Ça se voit, ça. On le voit. Donc, on l'aurait. Il n'y a pas eu une preuve. On a trouvé 2 gars. Par contre, qu'il y ait des mercenaires qui rejoint l'armée russe, ça c'est possible. Au compte-gouttes.
Non, Ce il y qui a eu des. expliquerait ce qui expliquerait les 2-3 images qu'on aurait vues. Non, mais ça, non, ça c'est des. Ils ont des Asiates Ouais, bien sûr, en plus. Ouais. Hein, ils ont des Asiates. Non. Il y a eu des mercenaires, je pense, du côté du Donbass, mais en ce qui concerne les Non, mais je parlais pas des mercenaires, mais peut-être des mecs qui se sont engagés dans l'armée russe et qui ont des origines coréennes. Non, ils vont pas. Les Russes vont pas faire cette connerie d'embaucher des mercenaires. D'abord, les mercenaires. Non, mais des mecs qui auraient des origines coréennes et qui se seraient engagés dans l'armée russe. Ça, c'est possible. Oui, mais tu penses que les Russes sont assez cons si jamais il y a des Coréens qui s'engagent dans l'armée russe pour les envoyer sur le front pour qu'ils se fassent piquer et que ça serve la propagande. Ça m'étonnerait. Ils n'ont pas besoin. Et puis, il y a une autre raison. C'est que dans le droit russe, le mercenariat est un crime. Il y a un Anglais là qui vient de se prendre... C'est intéressant, ça. Il y a un Anglais qui vient de se prendre 19 ans de prison. Et il va les faire. Hein? C'est intéressant, ça. Et oui. C'est répréhensible en Russie d'être un mercenaire. Mais absolument. Absolument. Alors, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, hein, parce que jusqu'à nouvel ordre, Wagner, c'était quand même un groupe privé. Ouais. Bon, tu me diras, il a eu un problème avec son avion. Comment il s'appelait déjà? Prigogine. Prigogine, qu'il a remonté tout jusqu'à Moscou, qu'il a voulu faire une montée jusqu'à Moscou. Ça c'est pareil, quand on disait c'est Dallas tous les jours. On a vécu ça aussi, quoi. Mais oui, on a oublié, c'est fou. Hein. On a oublié, tu vois, mais c'est fou. Et alors, le cessez-le-feu, c'était une plaisanterie, c'est-à-dire que, voilà, moi, j'avais fait un tweet où j'ai... Tu vois, il y a quelqu'un, mon fidèle acolyte qui est sur Twitch tout le temps, qui nous regarde, qui dit, tu vois, il y a des communautés ethniques coréennes de nationalité russe, et beau en parler. Oui, non, mais il y a on les connaît, ils parlent russe. Déjà, ils parlent russe. Ils parlent pas coréen, parce que faire venir des Coréens, c'est pour ça que l'armée européenne, j'attends de la voir, parce que personne ne parlera la même langue, ça va être chouette. Non, mais c'est dans ce sens-là que je disais qu'on a vu des images de personnes typées coréennes qui avec des tenues militaires russes. Là, c'est possible parce qu'il y a des communautés ethniques en Russie, c'est très vaste. Moi, je te réponds, Baptiste, non. Non, pour des raisons de maîtrise, je vois pas. Enfin, ils ont tout ce qu'il leur faut. Ils sont à 40 000, engagements volontaires par mois. Ils n'ont pas besoin de faire venir des Coréens qui, effectivement, à la première occasion, s'il y avait un problème quelconque, etc., pour être ensuite exhibés, on nous ferait des conférences de presse qui n'ont jamais pu faire. Ils ont trouvé 2 mecs. On voit de temps en temps, avec des interviews bizarres où il y a un décalage entre les lèvres et ce qu'on entend, ce qui s'est possiblement produit. Moi, je renvoie à la vidéo que j'ai fait avec Hervé Carrès sur Vue du Droit. C'est pas moi qui le dis, c'est Hervé qui l'explique très bien. C'est un professionnel. Ah ouais, et on a fait une émission il n'y a pas si longtemps avec, en plus. Breveté de l'école de guerre. Bon, donc, il disait que c'était impossible. On l'aurait su, on l'aurait vu, et puis surtout, il n'en voyait pas très bien l'utilité. En revanche, ce qui a pu se passer, c'est que comme les Coréens ont fourni du matériel, peut-être d'artillerie, etc., et qu'il y a eu, à ce moment-là, peut-être des techniciens, comme en face avec les Américains, les Français, des techniciens qui sont venus, dans le cadre de l'accord qui a été passé avec Kim Jong-un, qui serait venu pour cette partie-là, cette partie technique, mais comme dit Hervé, en aucun cas engagé dans les combats sur le front. Alors, je reviens sur ce cessez-le-feu. C'était effectivement l'Ukraine respire, se retape, et dans un mois, on n'a aucune garantie si elle ne va pas reprendre les hostilités, et les Russes... Je pense que c'est la crainte majeure de Poutine, ça. Mais il ne le craint pas. Non, mais enfin, je veux dire, il n'a pas envie de faire un cessez-le-feu de 30 jours pour au final que l'Ukraine se reconsolide et que
que ça soit un bis repetita pour conquérir peut-être des zones. Ou... S'il s'amusait à ça, il aurait des soucis avec à la fois son état-major et son opinion publique, parce qu'ils n'aimeraient pas trop ça, les Russes. Ils sont très remontés, les Russes, faut pas oublier ça. Hein. Moi, tous les contacts que j'ai là-bas, oh là là. Et donc, le problème, donc, au bout de ces 30 jours, qu'est-ce qu'on fait? Aucune garantie, quelle qu'elle soit, et comme je le disais tout à l'heure, les Russes ne font aucune confiance aux Américains et à l'Occident. Aucune. C'est bien simple. Donc, quand on leur propose quelque chose, ils se disent, ils vont faire le contraire. Bon, donc ça va être pratique pour aboutir à la paix. Donc, le problème, c'est que les premières réticences russes, ils ont testé un peu. Et je crois que c'est Trump qui a dit, oh, je suis très déçu, ou je sais pas quoi. Et donc, techniquement, en termes de communication, y compris, et c'est pour ça que j'ai souri en voyant Poutine avec les sous-titres que tu as mis, qui parlait des dirigeants des BRICS. J'ai regardé un petit peu ce qu'ont dit les Chinois. Oh, ils ont pris un truc, mais oui, c'est bien la paix, faut arrêter les hostilités. Les Indiens ont fait pareil. Les Indiens et les Russes depuis toujours, hein, avec l'Union soviétique, c'est comme ça. Hein, c'est à la vie, à la mort. Bon, donc c'était très intéressant parce que Poutine a dit ok, on va regarder. C'est pas cause toujours tu m'intéresses, c'est ce qu'ils ont dû se dire entre eux. Mais il dit écoutez, on va parler, c'est bien. Je remercie le président Trump qui est vraiment un amoureux de la paix. C'est cadeau qu'il fait à Trump là, c'est cadeau. Mais on va travailler. Nous, on a des exigences, il va falloir qu'on bosse et tout. Et d'ailleurs, je vous signale que la majorité mondiale, c'est-à-dire le monde qui compte aujourd'hui, pas le G7, le G7 c'est plus grand-chose, la majorité mondiale, et il a cité tous les grands pays des BRICS, est très attentive à ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai surtout entendu ça. Donc, je me dis, bon, ok, ça continue, hein, c'est pas un jeu de chat et de souris, c'est la diplomatie, c'est le conflit mondial, parce que c'est un conflit mondial, hein, c'est clairement ça. Et surtout quand Poutine parle des origines du conflit, il parle pas qu'à l'Ukraine quand il dit ça. Oui, mais il parle pas qu'à l'Ukraine, il parle qu'aux États-Unis. Il ne parle qu'aux États-Unis. Il ne parle qu'aux États-Unis. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, et on retrouve là les déclarations de Xi Jinping de temps en temps, de Modi, quand ils font des voyages comme ça, y compris aux États-Unis, sur l'architecture de la sécurité mondiale. Ce sont des questions extrêmement importantes. Il faut les écouter. Alors, on n'écoute pas Poutine chez nous, hein. On n'écoute pas Lavrov non plus, on a tort, parce que c'est toujours extrêmement intéressant. La question, par exemple, du droit international. Marco Rubio a dit le monde unipolaire, c'est-à-dire l'ordre international fondé sur les règles que personne ne connaît et que nous, les États-Unis, nous décidons, c'est-à-dire le système démocrate, le système hégémonique, c'est fini. Il a dit ça textuellement. Il a dit c'est le monde multipolaire, mais dans le monde multipolaire, nous, on va défendre nos intérêts. Hein, et on veut rester les meilleurs. Bon, c'est un virage, mais extraordinaire, un virage géopolitique extraordinaire. Et donc là revient la question du droit international. Parce que à partir du moment où il n'y a plus l'ordre international, c'est-à-dire le gendarme du monde, les États-Unis avec leurs 900 bases, hein, foutant le bordel partout, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Il reste quand même... Et est-ce qu'on va pouvoir revenir sur tout ça? Il n'y a pas de choix. Je veux dire, est-ce qu'on va pouvoir revenir? Tu vois, est-ce que je veux dire aujourd'hui, les Américains pourraient être condamnés, par exemple, pour ce qu'ils ont fait au Vietnam, ce qu'ils ont fait en Irak, ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir des répercussions à ce niveau-là? Sachant que ils sont toujours sentis blanchis de tout ça, quoi, tu vois. Oui, mais le problème après, c'est qui restera au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que Trump est pressé. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, je sais pas. Concernant George Bush, si effectivement on lui demandait des comptes et qu'il m'aurait pas dans son lit, je serais le premier ravi. George Bush Jr. Mais le problème, c'est que à partir du moment où cet ordre international fondé sur les règles, on sait ce que c'est,
a disparu, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Or, il y a un socle déjà. Il y a la Charte des Nations Unies, il y a ce qui a été mis en place en 1945, il y a comment ce droit international a évolué, il y a des institutions. Alors, ces institutions, elles sont certaines sont malades. Par exemple, le FMI et la Banque mondiale, c'était le sujet là, que j'avais traité avec Jacques Sapir, sont fatigués. Hein. C'est-à-dire que la majorité mondiale est en train de faire émerger d'autres choses. Donc, mais l'axe central va quand même rester. Oui, je vois les. Sauf quand les institutions sont pourries. Oui, enfin, elles sont pourries. C'est l'Assemblée générale existe quand même. Les Nations Unies s'entend. Il y a un Conseil de sécurité qui peut évoluer. Il y a c'est la fin de l'hégémonie américaine. Quand je dis hégémonie, c'est pas la fin de sa puissance, c'est la fin de cette unipolarité. Elle est la patronne. Les États-Unis sont les patrons, hein, et ils dominent le monde, ils gendarment le monde au profit exclusif de leurs intérêts. Bon, c'est fini ça. Ça, je pense que c'est terminé. Et je pense que Trump a mesuré les risques dans lesquels se trouvait son pays. Il les a mesurés, ne serait-ce que la catastrophe financière qui les guette tous les jours. Tous les jours. Quand j'entends Yakovlev qui dit « vous savez, l'économie russe, c'est du vent, elle peut se péter la gueule la nuit prochaine. » Non, non, non. Non, 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 camarade Yakovlev. C'est les États-Unis qui peuvent se retrouver confrontés à une catastrophe liée à leur niveau d'endettement totalement insupportable. Et niveau d'endettement insupportable qu'il ne pourra pas durer parce que les choses changent. Parce que les choses changent. La dédollarisation ne va pas prendre 5 minutes, mais elle est en cours. Elle est en cours. Donc, tiens, si... Et les BRICS ont confirmé, malgré l'arrivée de Trump, que la dédollarisation était le projet qu'ils avaient élaboré il y a quelques mois est toujours en place et ne va pas bouger au cours des 4 ans de Trump. Mais il y a malheureusement, je pense que l'Occident est en train de se décomposer. On est 2000 en live. Hein. Merci à tous les amis. Vas-y, je te le coupe. Vas-y. Donc, alors, le problème, c'est que les États-Unis, un peu comme l'Empire romain, hein, où Byzance a duré longtemps, alors que l'Empire romain d'Occident, à Rome, s'est cassé la figure en 476. Bon, et que Byzance n'a été prise qu'en 1423. Elle a duré, alors sous des formes très évoluées, hein, mais elle a duré 1000 ans. Là, ce sera nettement plus court. Donc, je pense que les États-Unis, parce que justement Trump a compris la situation de danger dans laquelle se trouvait son pays, y compris sur le plan interne, hein. C'est un pays où a régné, où règne encore une guerre civile culturelle. Hein. C'est impressionnant. Moi, pour différentes raisons, une partie de ma famille est américaine, et puis bon, merci Internet, je suis ça au quotidien, et effectivement, il y a des éléments qui restent préoccupants, sinon inquiétants. Et donc le père Trump, il l'a compris, donc il a essayé d'enclencher quelque chose. Et si je reviens à ce que dit Vladimir Poutine, j'ai l'impression que cette réponse tactique. Regarde, ça c'est un message sympa. Oui. T'as vu ou pas? Ah oui, bien sûr. C'est mon arrière-grand-père. Bon, donc, et donc, je pense que cette réponse, elle montre bien finalement la plasticité de cette majorité mondiale qui ne veulent pas secouer les choses. Je pense qu'y compris que Poutine a dû, à la suite de ça, peut-être pas directement, ou peut-être que c'est passé par ses collaborateurs, mais il a dû prendre contact. Ils sont très, très, en contact permanent avec les Chinois. Hein. Faut pas se tromper. Bien sûr. Et donc, est-ce que tu crois que Poutine se fera avoir une deuxième fois et se dérapprocherait de la Russie, de la Chine au profit de l'Occident? Je pense pas. Je pense que c'est trop. Il y a trop de choses. Le cap est passé. Il y a trop de choses. Et alors, il y a des choses qu'on voit pas très bien aussi. C'est il y a certaines similitudes
dans les systèmes économiques chinois et russes. Les Russes, ils ont été socialistes. Communistes, ça veut rien dire. Ils ont été socialistes, c'est-à-dire que effectivement l'État contrôlait tout. Les Chinois n'ont pas pris cette voie. Les Chinois, ils ont pris la voie d'un socialisme de marché dirigé, strictement dirigé. Là, ils viennent de prendre une série de virages après leur crise immobilière dans les domaines industriels et surtout de développement des nouvelles technologies qui sont assez impressionnants. C'est le poids de l'État. Et Poutine a dit à plusieurs reprises, parce que Poutine, il a été confronté à quelque chose quand il est arrivé au pouvoir en 2000, c'est que tout ce qui appartenait, toute la richesse latente qui appartenait à l'État soviétique a été volée par des oligarques qui s'en sont servis pour développer un certain nombre de choses, pour utiliser, entre guillemets, la libre entreprise, ce qu'ont fait les Chinois, mais dans un contrôle étroit. Rappelons-nous ce qui est arrivé à Jack Ma, vous savez, le patron d'Alibaba, qui s'était permis milliardaire, milliardaire, d'accord, il avait, avec Alibaba, créé l'Amazon chinois, et il s'est permis de critiquer la stratégie économique du pouvoir politique. En Chine, ça n'a pas été long, assigné à résidence. Il a fait 4 ans de purgatoire et là, il est ressorti. On l'a vu sur les tribunes avec Xi Jinping et les équipes qui ont monté l'IA chinoise, la start-up qui a fait mieux avec moins que... Oui, et plus tout un tas d'autres... DeepSeek. DeepSeek, voilà. Et donc, voilà. Et Poutine l'avait dit lors de la rencontre lorsque Xi est venu à Moscou, il y a 2 ans, de dire, voilà, j'admire beaucoup le système chinois du fait du rôle de l'État. Donc, Poutine a un système qui commence à ressembler, c'est-à-dire que le secteur public commence à devenir majoritaire dans l'économie, et donc, c'est l'État stratège, il pilote. Alors bon, c'est quand même très différent. C'est pas la même civilisation, c'est pas la même culture, mais ils sont de plus en plus liés au plan économique. C'est pas la même démographie en plus. Ils sont à l'opposé au niveau démographique. Tu sais, les Chinois, c'est pas terrible. Hein, non, c'est pas terrible parce que ça s'accélère très vite en fait. La transition démographique, eux l'avaient fait avec la politique de l'enfant unique pour pas que ça explose. Mais aujourd'hui, ils ont des classes creuses, c'est les plus jeunes, quoi. C'est ça. Mais ils sont peut-être moins face à une embûche que les Russes. Ça, faut demander à. Faudrait voir avec des démographes, mais. Faut demander à Todd. Ouais. Todd, dont je rappelle qu'il avait dit avant l'élection de Trump, il disait bon, Trump va être élu ou pronostiqué comme c'est prudemment, il faut toujours être prudent. Hein, et il disait le premier job de Trump sera de gérer la défaite de l'Occident en Ukraine. Et c'est ce à quoi on assiste. Qui explique pourquoi la proposition de cesser le feu, c'était le vaincu qui essaye d'imposer ses conditions au vainqueur, et en bon judoka, Poutine s'appuie sur ce qu'on lui a fait, mais pour finalement marquer un point. C'est-à-dire, attendez, il ne rappelle pas qui sont les vainqueurs. Mais vous inquiétez pas, la paix c'est bien, on va essayer de la faire, en tout cas, que vous cherchiez à la faire, c'est parfait. On approuve, mais bon, on a du travail. Voilà ce que ça veut dire. Et ça, les pays des BRICS qui n'aiment pas cette guerre, c'est une mauvaise image pour les affaires. Voilà. Non, ils sont... Poutine, dans les opinions publiques de la majorité mondiale, est extrêmement populaire, parce que c'est lui qui a dit ça suffit et qui a donné un coup de pied dans la fourmilière. Ça lui restera. Je parle bien des masses de la majorité mondiale, c'est très net.
cela étant, les patrons de ces pays qui sont en développement important, parfois un peu chaotique, l'Inde, la Chine, le Brésil, l'Afrique du Sud, c'est très compliqué. Donc, les tensions mondiales, le fait d'être parfois sur le fil du rasoir en matière de conflit. Alors bon, on a eu beaucoup. J'ai jamais marché dans cette combine-là. Les craintes de la guerre mondiale nucléaire, je crois pas, ça me fait pas peur. En revanche, des effondrements, des tiers-mondisations de l'Occident, des guerres civiles, oui, ça je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça. Donc, le désordre créé par Poutine et ce qui s'est passé en Ukraine a été un acte de créateur, mais quand même producteur de désordre. Créateur d'un nouvel ordre, mais producteur de désordre. Et ce désordre, je crois que les pays de la majorité mondiale aimeraient bien en sortir. Et je suis sûr que les Russes aimeraient bien en sortir aussi. Finalement, c'est passionnant. Cette période est passionnante. J'en ai connu pas mal, de différentes. Moi, je suis arrivé à l'âge d'homme, c'était le général de Gaulle qui était président de la République. Hein. Bon. Donc, mais là, c'était extraordinaire le moment qu'on vit. Alors, je vous dis à tous, soyez attentifs, essayez de comprendre, lisez, servez-vous d'Internet pour aller partout, ouvrez les fenêtres sur le monde parce que c'est vraiment un tremblement d'histoire, quoi. C'est une accélération et je vais finir par citer, tout le monde comprendra mon vieil atavisme, par citer le camarade Lénine. Alors, j'ai demandé à ChatGPT si c'était vraiment une citation ou si elle était apocryphe. ChatGPT m'a répondu un peu en louvoyant, en me disant non, on a fait toute la recherche sur tout ce qu'il a écrit, on l'a pas trouvé et tout. Donc, la citation, je pense qu'elle n'est pas de lui. La citation, c'est il y a des décennies où il ne se passe rien et il y a des semaines qui sont des décennies. Je pense que là, on vit des semaines où il se passe énormément de choses. Donc, restez attentifs et engagez-vous.